Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éteignez vos lumières. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire bien particulière puisqu'il s'agit de la disparition de Chéri Papini. C'est une affaire très récente et vous allez le voir, cette histoire va peut-être vous faire penser au scénario d'un thriller policier. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse vous installer, vous mettre en condition et dès que vous êtes prêts, on se lance. Nous sommes le 2 novembre 2016 dans la ville de Redding, en Californie. Alors que Keith Papini rentre chez lui après le travail vers 17h, il s'étonne de ne pas trouver sa femme et leurs 2 enfants, Tyler et Violette. Lui qui a l'habitude de l'accueil enthousiaste de ses enfants est surpris du calme inhabituel qui règne dans la maison. Keith utilise alors l'application Find My iPhone pour essayer de localiser Chéri, pensant qu'elle est peut-être partie en balade avec les enfants. L'application le conduit non loin de chez eux, vers Sunrise Drive. Lorsqu'il arrive sur place, il découvre le téléphone de Chéri, ainsi que ses écouteurs, abandonnés au bord de la route, mais aucune trace d'elle, ni des enfants. De plus en plus inquiet, il appelle la garderie et apprend que Chéri n'est pas venue récupérer les 2 enfants, comme à son habitude. C'est pourtant Chéri qui les récupère en semaine, et elle les a bien déposés le matin même, comme c'est confirmé par les personnes qui travaillent dans l'établissement, et par les caméras de surveillance. Désormais vraiment paniqué, Keith appelle le 911 pour signaler la disparition de sa femme. Le bureau du shérif de Shasta County et le FBI sont immédiatement alertés et Chéri est officiellement déclarée portée disparue. Son mari conduit les enquêteurs à l'endroit où il a trouvé le téléphone de sa femme et toute la zone est passée au peigne fin, mais aucun indice supplémentaire n'est découvert. Les enquêteurs font également le tour du domicile des Papini et ne constatent rien d'anormal. Le sac à main de Chéri est là, ainsi que tous ses bijoux. Mais qu'a-t-il bien pu arriver à cette mère au foyer aimante, en apparence sans histoire ? Surnommée Supermom par certains de ses proches, la jeune femme de 34 ans ne travaille pas et consacre son temps à sa vie de famille. Après un premier mariage qui n'a pas fonctionné, Chéri reconnecte avec son amour de jeunesse, Keith Papini. Ils se marient en 2009 et le couple semble mener une vie idyllique. C'est même avec lui qu'adolescente, elle avait eu son tout premier baiser. Très sportive, Chéri a l'habitude d'aller courir régulièrement. Elle préparait même une course caritative avant sa disparition et s'entraînait donc assidûment. C'est d'ailleurs pendant son jogging quotidien que Chéri a disparu, ne laissant derrière elle donc que son téléphone et ses écouteurs. Les suspicions des enquêteurs se tournent instinctivement vers le mari, ce qui n'est pas inhabituel. Dans un cas de disparition, le conjoint ou la conjointe est très souvent le suspect numéro 1. Il faut dire que son comportement en interrogatoire est quand même un peu suspect. Dans sa gestuelle, dans ses expressions, on le sent mal à l'aise. Est-ce que c'est parce qu'il a quelque chose à cacher, voire à se reprocher ? Ou bien est-ce que c'est normal puisqu'il est inquiet ? Dès le début, Keith parle des difficultés dans son couple. Il raconte par exemple ses nombreuses disputes avec Chéri, mais il a tendance à la présenter comme celle qui initie les conflits, et qui a des façons assez dysfonctionnelles de les gérer. Par exemple, il explique que Chéri est très bruyante, elle serait du genre à très vite se mettre à lui crier dessus. C'est d'ailleurs corroboré par leurs voisins, qui racontent avoir l'habitude d'entendre des cris ou des bruits de verre brisés provenant de chez eux. Malheureusement, il n'y a aucune preuve concrète à ces dires. La seule fois où la police est venue pour cette raison, il s'est avéré que Keith et Chéri étaient simplement en train de regarder un film dans lequel il y avait une scène violente. Les enquêteurs creusent cette thématique et interrogent Keith pour savoir s'il a déjà eu des gestes violents envers sa femme. Keith nie. Il mentionne quand même un épisode troublant. Il y a quelques années, il aurait donné un coup involontaire au visage de sa femme en jouant à la Wii. Il va même jusqu'à raconter que par la suite, lorsque des amis s'interrogeaient sur le cocard à l'œil de Chéri, il aurait répondu sur le ton de l'humour « c'est parce qu'elle n'a pas fait la vaisselle ». Aussi, plusieurs proches de Chéri sont assez virulents dans leurs déclarations concernant Keith et l'accusent d'être asshole, un trou du cul. Sauf que finalement, tout semble indiquer que Keith dit la vérité. Il y avait des témoins lors de la fameuse scène avec la console Wii qui attestent qu'il s'agissait bien d'un simple accident. Les enquêteurs ne trouvent aucun élément concret de violence conjugale ou d'abus de la part de Keith. De plus, après vérification,
Son alibi au moment de la disparition de Sherry est confirmé. Il était au travail lorsqu'elle a disparu. Il a également accepté de passer à plusieurs reprises des interrogatoires sous polygraphe et à chaque fois, l'appareil a indiqué qu'il était honnête dans ses réponses. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur le polygraphe ou détecteur de mensonges. C'est quelque chose qu'on utilise assez fréquemment aux États-Unis, contrairement à la plupart des autres pays dans le monde. En France, par exemple, ce n'est pas interdit de faire passer un polygraphe, mais comme on estime que ce n'est pas suffisamment fiable comme instrument, ce n'est pas utilisé par les enquêteurs. Aux États-Unis, les résultats d'un test au polygraphe ne peuvent pas être admis dans un tribunal, mais pas parce qu'ils considèrent que ce n'est pas fiable, au contraire. C'est un petit peu étrange, mais en gros, ils estiment que c'est tellement fiable que si on admettait les résultats de ce type d'outil lors d'un procès, ça enlèverait tout rôle au jury qui ne s'intéresserait plus à l'intégralité des éléments apportés, mais uniquement au test du polygraphe. Pourtant, la fiabilité de cet instrument n'est pas avérée, puisqu'il mesure les paramètres physionomiques liés au stress, et que le postulat c'est « quand tu mens, tu stresses », donc ça se voit, et quand tu dis la vérité, tu ne stresses pas, donc on arrive à faire la différence. Mais ça c'est de la théorie. En réalité, il y a des très bons menteurs qui savent rester tout à fait calmes, et inversement, des gens hyper angoissés qui pourraient stresser juste de la situation ou des questions. Moi par exemple, je suis sûre que même en disant la vérité, le polygraphe m'accuserait de mentir. Je suis du genre à stresser quand je passe une douane ou même s'il y a des vigiles dans un magasin alors que je n'ai rien à me reprocher. Néanmoins, je pense que ça peut surtout être utile pour mettre la pression sur un suspect lors d'un interrogatoire et ça peut éventuellement permettre de faire avouer quelqu'un. Toujours est-il que pour en revenir à notre affaire, Keith Papini accepte sans problème de passer un polygraphe et les résultats sont bons. Donc les enquêteurs se disent « bon, il n'y est probablement pour rien dans la disparition de sa femme ». L'enquête continue et l'hypothèse qui prend très vite de l'ampleur, puisque son mari ne l'a visiblement pas fait disparaître, c'est que Sherry aurait été enlevée. Keith, lui, semble de prime abord persuadé que le coupable est une connaissance d'un de ses voisins. Parce que pour lui, vu l'endroit où elle a disparu, là où on a retrouvé son téléphone jeté dans le fossé, ce n'est pas un endroit où quelqu'un passe sans raison. Donc sa logique c'est quelqu'un qui serait venu rendre visite à un habitant du quartier et qui a aperçu Sherry, puis qui a profité de l'occasion. En gros, ce serait pas quelque chose de planifié, plutôt un enlèvement par quelqu'un d'opportuniste. De plus, Keith et les enquêteurs ont remarqué que le téléphone, quand il est découvert, est bizarrement posé dans l'herbe avec un axe qui ne semble pas naturel. Et puis vous savez, on voit les écouteurs posés sur l'écran avec une petite touffe de cheveux pris dedans, mais ça semble vraiment être une mise en scène. C'est comme si peut-être l'enlèvement n'avait pas eu lieu exactement là et que ça avait été fait pour brouiller les pistes. Les enquêteurs parviennent à préciser les circonstances de la disparition de Sherry, puisque plusieurs témoins l'ont vu faire son jogging, et ça permet d'estimer une fourchette horaire de l'enlèvement entre 10h et midi environ. Tout de suite, l'affaire prend une ampleur médiatique très importante. L'avis de recherche de Sherry est relayé en masse par la presse et sur les réseaux sociaux, et la police reçoit des centaines de témoignages de personnes qui pensent avoir vu Sherry à tel ou tel endroit, sans qu'aucune de ces pistes ne puisse mener nulle part. Le 24 novembre 2016, soit le jour de Thanksgiving, très tôt le matin, aux alentours de 4h30, plusieurs appels sont passés au 911. Une jeune femme désorientée serait en train d'errer au bord d'une nationale à proximité de Zamora, en Californie. Sherry, I need you to listen to me. Listen to me. Listen to me. Deep breath, Sherry. Deep breath. I want to call my husband. En arrivant sur place, les enquêteurs découvrent Sherry Papini à plus de 200 km du lieu de sa disparition. Elle porte une chaîne en fer autour de la taille, ainsi que plusieurs serre-flex autour des poignets et des chevilles, et elle est méconnaissable. Elle a perdu énormément de poids, elle pèse à peine 40 kg,
et ses longs cheveux blonds ont été coupés assez grossièrement. Sous le choc, Sherry refuse de parler aux enquêteurs, qui préfèrent donc envoyer son mari avec un dictaphone dans l'ambulance qui l'a conduit à l'hôpital. Il lui pose des questions sur les circonstances de son emprisonnement, les raisons pour lesquelles elle ne veut pas parler. Elle dit qu'elle se méfie des autorités, qu'elle ne leur fait pas confiance. La quantité de blessures qu'elle présente est très inquiétante et témoigne des violences qu'elle a subies pendant les 22 jours où elle a disparu. En plus de nombreuses ecchymoses et d'un nez cassé, Sherry a également de mystérieuses brûlures au niveau de l'omoplate droite, comme si elle avait été marquée au fer chaud. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à cette blessure. Ils notent que les marques semblent correspondre à des lettres ou à des chiffres, mais ni les médecins ni la police n'arrivent à les déchiffrer. En tout cas pour le moment. Plus tard, Sherry elle-même expliquera qu'il est écrit Exodus 21:16 en référence à un verset de la Bible qui dit « Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. » Alors oui, je sais, c'est bizarre. Je pense que vous comprendrez plus tard. Au début, Sherry Papini est sous le choc et a beaucoup de mal à livrer un récit détaillé de ce qui lui est arrivé. Elle explique dans les grandes lignes avoir été enlevée, retenue de force, avoir subi de la torture, mais pas d'agression sexuelle, ce qui est confirmé par les examens cliniques. Malgré tout, tous les vêtements de Sherry sont saisis pour y mener des recherches, dans l'espoir d'y trouver des traces ADN de son ou ses ravisseurs. Quelques semaines après son retour à la maison, Sherry livre le récit de son enlèvement aux enquêteurs du FBI qui prennent l'affaire très au sérieux. Selon elle, 2 femmes latino-américaines, armées, l'ont forcée à monter dans un SUV noir alors qu'elle était en train de faire un footing. Puis, l'une d'entre elles aurait mis un sac sur sa tête pour l'empêcher de voir où elle la conduisait. Bien qu'elle n'ait eu que peu l'occasion de voir leur visage, Sherry se souvient que l'une était plutôt jeune, entre 20 et 30 ans, et l'autre un peu plus âgée, entre 40 et 50 ans. Les ravisseuses l'emmènent dans un appartement où elle reste séquestrée. Elles lui disent qu'elle est destinée à être vendue à un réseau de prostitution. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été marquée au fer chaud, car c'est apparemment ce que l'homme à la tête de ce réseau souhaite. Il veut que toutes ses filles soient identifiables de cette manière. Pendant près de 3 semaines, elle subit des violences quotidiennes de ses 2 tortionnaires. Enfermée dans un placard dans le noir, attachée à une barre métallique qui est fixée au plafond. Dans ce placard, il y a un seau avec de la litière pour chat qui fait office de toilette et un lit. Dans la pièce d'à côté, les 2 femmes regardent souvent la télévision ou écoutent de la musique que Sherry qualifie de musique mexicaine vraiment pénible. Elle dit aussi entendre un bruit de feu qui crépite, tandis qu'elle a super froid de son côté, mais ce sont les seuls sons qu'elle entend. Elle ne se souvient d'aucune voiture, aucun train, rien qui puisse permettre de localiser son lieu de détention. Mais alors, pourquoi est-ce qu'au bout de 22 jours, les ravisseuses la laissent finalement partir ? Eh bien, Sherry n'en a aucune idée. Une conférence de presse est organisée pour tenter de retrouver les 2 suspects de Sherry. Sherry touche des aides du gouvernement pendant de nombreux mois, notamment pour payer sa thérapie car elle dit souffrir de PTSD, donc de stress post-traumatique, et d'anxiété suite à son enlèvement. Plus de 30 000 $ seront dépensés pour rembourser ses dettes, mais également chez un psychiatre, un argent provenant d'un fonds pour les victimes d'enlèvement. Près d'1 an après l'enlèvement de Sherry, le FBI publie un portrait robot des 2 suspects. Les analyses des sous-vêtements de Sherry montrent la présence d'un ADN mâle inconnu qui n'est pas celui de son mari. Ces découvertes éveillent les soupçons des enquêteurs, car les résultats vont à l'encontre du récit de Sherry, qui affirme qu'elle aurait été tenue captive par 2 femmes. Plusieurs années passent. En 2020, le FBI obtient l'autorisation de la Cour de justice pour comparer l'ADN inconnu à la base de données de tous les sites des tests ADN en ligne, type MyHeritage et ce genre de choses. Même si c'est désormais interdit en France, les kits pour effectuer des tests ADN chez soi sont bien disponibles aux États-Unis. Et ces comparaisons portent leurs fruits. Il y a bien un match qui n'est autre que le père de James Reyes, un ex de Sherry Papini. Les enquêteurs épluchent alors le profil Facebook de James et découvrent des photos de l'appartement de son frère décédé quelque temps auparavant.
Or, les photos des pièces correspondent étrangement à la description faite par Sherry du lieu où elle aurait été séquestrée. Ils comprennent donc qu'elle a très probablement menti sur les circonstances de sa détention. Les enquêteurs décident alors de se rendre chez James Reyes afin de le confronter. En interrogatoire, James cède et avoue très rapidement la vérité. Lui et Sherry sont sortis ensemble en 2002 et il a accepté à l'aider à simuler son enlèvement. Sherry aurait prétexté qu'elle se sentait en danger car son mari était très violent avec elle. Elle se présente comme une victime auprès de James et le convainc de l'aider à mettre en place un plan bien ficelé. Sous les instructions de Sherry, James loue une voiture et laisse son téléphone à la maison afin d'éviter qu'il ne borne sur le trajet, puis va la chercher jusqu'à Reading, qui est située à plus de 9 heures de son domicile à Costa Mesa. Il l'amène chez lui et lui laisse même sa chambre. À ce moment-là, il ne sait toujours pas ce qu'elle a en tête. Veut-elle simplement fuir sa famille ? Être avec lui ? James dit qu'il n'en a aucune idée, et les enquêteurs sont perplexes. Quelles étaient les intentions de Sherry ? Et que faisait-elle de ses journées ? À cette dernière question, James est capable de fournir une réponse. Sherry occupe ses journées en lisant tous les articles qu'elle trouve à propos de sa propre disparition. C'était une véritable obsession pour elle. Elle s'affame volontairement, sûrement pour rendre la thèse de la captivité plus crédible. Et qu'en est-il de ses blessures, très sérieuses pour la plupart ? Eh bien, c'est Sherry qui s'inflige ça, toute seule, régulièrement, en se frappant elle-même avec une batte de baseball à plusieurs reprises. James confie aux enquêteurs que c'est à l'approche de Thanksgiving que Sherry aurait décidé qu'il était temps pour elle de rentrer auprès de sa famille. Ses enfants lui manquent et il est inconcevable pour elle de passer un Thanksgiving sans eux. C'est alors qu'elle demande à James de lui marquer le dos au fer chaud et ils se rendent ensemble dans un magasin pour acheter le nécessaire. Le fait que James accepte de faire ça est assez difficile à comprendre. Mais toujours est-il que c'est lui qui laisse ses marques au niveau de l'omoplate droite de Sherry. Il l'aide aussi à fixer les différentes attaches avec lesquelles elle a été retrouvée. Ils prennent ensuite la route et James dépose Sherry là où elle a été retrouvée, le fameux matin de Thanksgiving. Des caméras de surveillance montrent même que la jeune femme a d'abord tenté de trouver de l'aide dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah, mais à 4 heures du matin, forcément, elle ne trouve personne à l'intérieur. Elle se dirige donc vers la nationale, plus fréquentée, et c'est là où elle sera retrouvée grâce aux appels au 911 de plusieurs routiers. Suite à ces révélations, Sherry et Keith sont convoqués par les enquêteurs qui souhaitent leur faire part de leur découverte. Ils affirment avoir retrouvé l'appartement où Sherry a été détenue et lui présentent des photos pour qu'elle confirme. Elle semble mal à l'aise, mais reconnaît quand même qu'il y a une grande ressemblance entre ce qu'elle a décrit et les photos présentées. Elle ajoute par contre qu'il y a aussi des différences avec ce dont elle se souvient, quelques détails qui ne correspondent pas. Mais les enquêteurs n'abandonnent pas et font une révélation de taille. Ils ont identifié le profil ADN retrouvé sur ses vêtements. Sherry se décompose et tente à tout prix d'éviter que la vérité soit révélée. Elle demande à parler à Keith en privé et elle lui dit qu'elle veut tout arrêter là, qu'elle veut protéger la femme qui l'a enlevée et qu'elle ne veut pas porter plainte contre elle, car c'est elle qui lui a permis de retrouver ses enfants. Évidemment, cette mystérieuse femme n'existe pas. C'est encore un des nombreux mensonges de Sherry. Lorsque les enquêteurs révèlent enfin l'identité de cet homme, James Reyes, Sherry Papini fait mine de ne pas comprendre. Elle nie. C'est impossible. Elle affirme ne pas avoir eu de contact avec lui depuis une dizaine d'années. Mais Keith, lui, ne semble pas totalement surpris. En fait, il avait probablement des doutes depuis longtemps sur la version donnée par sa femme. Déjà, avant même qu'on retrouve Sherry, les enquêteurs avaient fait part d'une découverte troublante au mari. Elle avait été en contact, la veille, avec un de ses ex de passage à San Francisco, avec lequel elle aurait eu des échanges par message et évoqué la possibilité de s'enfuir avec lui. À ce moment, Keith avait immédiatement prononcé 2 prénoms d'hommes auxquels il pensait. David, son ex-mari, et James. Il avait donc probablement vu des échanges de messages, ou savait en tout cas qu'elle était en contact avec lui. Sherry est officiellement inculpée le 3 mars 2022, et son procès débute en avril de la même année. Elle est accusée d'avoir fourni un faux témoignage à des agents fédéraux, ainsi que de fraude.
Elle avait en effet injustement touché plus de 30 000 $ de la part du Fonds d'indemnisation des victimes de l'État de Californie. Sherry plaide coupable et le procès n'est donc ni très long ni très compliqué. Ce qui mérite d'être souligné par contre, c'est la sévérité de sa peine. Le procureur avait requis seulement 8 mois de prison. Or, Sherry a été condamnée à 18 mois de prison ferme et a versé une amende de plus de 300 000 $. Dans une déclaration adressée au juge, Sherry s'excuse en disant « Je suis vraiment désolée pour les nombreuses personnes qui ont souffert à cause de moi. Les personnes qui se sont sacrifiées pour la femme brisée que j'étais. Les personnes qui ont été impliquées volontairement pour m'aider parce que j'avais si désespérément besoin d'aide. Je vous remercie tous. » Mais le juge est intransigeant et déclare « Nous devons envoyer un message selon lequel le crime ne paye pas. » Il a voulu faire de son cas un exemple, même si Sherry a bénéficié de remises de peine, comme c'est souvent le cas. Elle a été libérée en août 2023, après seulement 5 mois de prison, et réside désormais dans un centre de réinsertion en Californie. Keith demande le divorce juste après le procès, et exige même la garde exclusive de leurs 2 enfants. Ils sont officiellement divorcés depuis le début du mois de novembre, mais sont toujours en pleine bataille judiciaire concernant la garde des enfants. Sherry Papini n'a jamais expliqué les raisons qui l'ont poussée à simuler son enlèvement. À partir de maintenant, nous allons naviguer en eau trouble, et je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse, mais il faut bien garder en tête qu'il ne s'agit là que de théories. On a assez peu d'informations sur l'enfance et l'adolescence de Sherry Papini. Elle est née le 11 juin 1982 et a grandi avec sa famille en Californie. Ses parents tenaient une pizzeria. À l'adolescence, elle a commencé à avoir beaucoup de rapports conflictuels avec eux. À 18 ans, elle aurait notamment essayé de cambrioler la maison de son père. Quelques années plus tard, sa mère contacte la police, car elle s'inquiète pour Sherry. Elle explique que sa fille se fait du mal à elle-même, et raconte ensuite à tout le monde que c'est sa mère qui l'a frappée. On voit donc que les mensonges et les manipulations ne datent pas d'hier. Au début des années 2000, Sherry se marie une première fois, avec un dénommé David Dreyfus. Il est assez difficile de trouver beaucoup d'informations sur ce premier mariage, mais des proches de Sherry ont expliqué qu'il s'agissait plus d'un mariage blanc que d'un mariage d'amour. En effet, David était militaire, et il aurait accepté d'épouser Sherry afin qu'elle puisse bénéficier de son assurance maladie, car il prétendait avoir un problème cardiaque, ce qui, vous vous en doutez, était un mensonge. J'ai également lu sur internet plusieurs personnes qui ont décrit qu'elle aurait fait de la vie de David, son premier mari, un enfer, mais je n'ai pas trouvé d'article dans lequel lui-même aurait fait ces déclarations. Donc c'est une information à prendre avec des pincettes. Ensuite, Sherry a donc renoué contact avec Keith Papini et est née la relation qu'on leur connaît. Je vous en ai parlé avant, donc je ne vais pas spécialement revenir dessus. On en arrive donc à cette mise en scène d'enlèvement et de séquestration. Pourquoi Sherry Papini a-t-elle fait ça ? Comme je vous l'ai dit, elle ne l'a pas expliqué, et ses avocats pensent que ce n'est même pas conscient pour elle. La première hypothèse à évoquer, c'est celle des abus de son mari, qu'elle aurait cherché à fuir. Elle a affirmé à plusieurs reprises qu'il était violent avec elle, qu'il lui criait dessus et qu'il la frappait, mais je dois quand même vous rappeler qu'on n'a trouvé aucune preuve à ces accusations, et qu'on sait, par contre, qu'elle l'a déjà faussement accusée de violence, notamment avec le fameux incident avec la ouïe. Donc, il est difficile de croire à sa version, sachant qu'elle a cette fâcheuse tendance à mentir et à se placer en position de victime. Mais ce n'est pas impossible qu'effectivement, Keith ait été violent avec elle. Après tout, très souvent, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens une fois que la porte est refermée. Par contre, il est aussi possible que ce soit elle l'agresseuse, et qu'elle fasse du gaslight sur Keith, c'est-à-dire qu'elle le manipule et qu'elle manipule les autres pour inverser les rôles, faire douter de sa propre responsabilité dans la violence et les conflits. Je vous rappelle que d'entrée de jeu, Keith avait raconté qu'elle criait beaucoup à la maison et qu'elle avait tendance à faire du chantage, chose qui a été confirmée par plusieurs témoignages de leurs proches. Alors, bien que Sherry Papini n'ait pas, officiellement et à ma connaissance, été diagnostiquée de tel ou tel trouble psychologique, je vais détailler plusieurs pistes qui me semblent intéressantes. Premièrement, et je pense que vous avez été nombreux à y penser,
le syndrome de Munchausen. Alors la plupart d'entre vous êtes probablement plus familiers avec sa variante, le syndrome de Munchausen par procuration, comme on avait déjà pu le voir dans l'histoire de Didi et Gypsy Rose Blanchard. Mais là je parle plutôt du syndrome de Munchausen dans sa forme simple. En gros, ce syndrome consiste à s'inventer, se créer souvent des maladies, mais ça peut aussi être des situations dramatiques, traumatiques, afin d'attirer tout un éventail de bénéfices secondaires. De l'attention, de la compassion, de l'aide financière et tout ce qui peut aller avec, des cadeaux, des faveurs, etc. C'est un syndrome qui fait partie de la large famille des troubles factices, qui ne sont donc pas des troubles à l'origine physique, mais bien psychiques. Dans le cas de Chéri Papini, il semblerait qu'elle ait depuis très longtemps eu tendance à s'inventer des problèmes. Ce fameux souffle au cœur dont je parlais tout à l'heure pour se rapprocher et justifier d'un mariage précipité avec son ex, même chose plus jeune avec ses parents, et vraiment on voit qu'elle recherche ce rôle de victime. Donc je pense qu'il y a très probablement quelque chose de l'ordre de ce syndrome chez elle. Je trouve qu'elle correspond plutôt bien au tableau clinique. Aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien expliquer ce qui peut causer l'apparition d'un tel syndrome. Parfois, chez certains patients, on remarque qu'il y a des carences affectives durant l'enfance, mais ce n'est pas systématique. En fait, comme c'est un syndrome très compliqué à étudier, eh bien on n'a pas tant de données que ça sur le sujet. Concernant Chéri Papini par exemple, je ne pourrais pas vous affirmer pourquoi elle aurait pu développer ce trouble. Et ça notamment parce que la plupart des informations qu'on a sur elle viennent d'elle. Et bon, comme vous l'avez compris, c'est pas la source la plus fiable, très clairement. Alors du coup, on peut également se pencher sur la mythomanie. La mythomanie, il faut savoir que ce n'est pas considéré comme un trouble psychiatrique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver en tant que tel dans les manuels diagnostiques relatifs aux maladies mentales. Le fait de mentir, en fait, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plein de situations différentes, où l'intention derrière peut totalement varier d'un cas à un autre. Ce qu'on a tendance à décrire comme de la mythomanie, généralement, c'est les mensonges compulsifs. Dans le cas de Chéri Papini, je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire que ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas des mensonges sur absolument tout et n'importe quoi, sans aucune structure ni but précis derrière. Non. Chez elle, les mensonges font partie d'un scénario qu'elle a créé, elle s'y tient, et je suis persuadée qu'il y a bien une motivation derrière, comme je vous l'ai dit juste avant, attirer l'attention et la sympathie sur elle. Maintenant, je vais faire un long détour dans mon récit et un retour en arrière qui, je pense, sera très éclairant. En 2003, Chéri est une jeune femme qui, comme beaucoup de jeunes de son âge, tient une page MySpace, c'est-à-dire un blog. Et sur ce MySpace, elle écrit un post pour partager son expérience en tant que lycéenne. On découvre alors que le racisme est très présent dans sa famille, son père étant d'ailleurs souvent qualifié de nazi à cause de sa haine envers les latinos. Selon Chéri, c'était dû à ses origines allemandes. Elle a été profondément marquée par ce qu'elle percevait comme injuste et a commencé à développer de la rancœur envers toute la communauté latino-américaine. Il faut dire qu'elle voyait son père comme un véritable héros. Très présent dans sa vie, il assistait d'ailleurs à tous ses matchs de volley. Selon ses dires, c'était une très bonne élève. Elle avait de bonnes notes et était assidue à l'école. En revanche, elle raconte qu'elle était très souvent suspendue car elle était obligée de se défendre contre les attaques de ses camarades de classe d'origine latine-américaine. Je la cite ici. « Le problème principal, c'est que je ne me droguais pas. J'étais blanche et fière de mes origines. » Chéri raconte également une violente altercation qui aurait eu lieu après un match de volley. Elle aurait attaqué une élève après que celle-ci l'ait traitée de nazi. Elle se vante même en disant « Il a fallu 3 hommes adultes pour m'attraper et m'empêcher de continuer à la frapper. » Et au lieu de la punir, son père l'aurait félicitée en disant qu'elle avait eu raison de tenir tête à ce genre de personne, qu'il ne fallait pas qu'elle se laisse marcher dessus. Pour Chéri, être blanche fait partie intégrante de son identité. Dans ce post, elle prend même la défense des skinheads, qui, d'après elle, n'ont pas peur de montrer qu'ils sont fiers d'être blancs et américains. Par la suite, elle a nié avoir écrit cet horrible post, comme elle l'a dit elle-même, et a déclaré que quelqu'un avait dû se faire passer pour elle.
Comme beaucoup de ses déclarations, les anecdotes que Sherry partageait sur son MySpace sont vraisemblablement complètement fausses. Elle aurait inventé ces agressions de toutes pièces, ce qui n'était pas inhabituel. Ses amis d'enfance affirment en effet qu'elle était constamment en recherche d'attention. Elle faisait très souvent des fugues et inventait des fausses agressions. C'est comme ça qu'elle découvre qu'elle obtient davantage d'attention quand elle se fait passer pour une victime. Et rapidement, elle n'arrive plus à s'en passer. Elle s'invente par exemple de faux problèmes de santé, notamment un souffle-cœur, pour attirer la sympathie de ses proches. Dans une interview, un ancien petit ami confirme aussi que Sherry était une menteuse compulsive. Ils ont d'ailleurs commencé à sortir ensemble alors qu'ils n'avaient que 15 ans et que Sherry, âgée de 20 ans, travaillait comme conseillère aux études. Il raconte par exemple que Sherry lui aurait certifié qu'elle surfait extrêmement bien, mais qu'elle trouvait toujours des excuses pour ne pas l'accompagner surfer, probablement parce qu'elle ne savait absolument pas surfer. Sherry aime également affirmer à qui veut bien l'entendre qu'elle excelle dans tout ce qu'elle entreprend. Ses études, ses relations, sa carrière, tout a toujours été très facile pour elle. Mais la perception qu'elle a d'elle-même est bien loin de la réalité. Contrairement à ce qu'elle a partagé sur MySpace, elle n'a jamais été particulièrement douée à l'école, par exemple, et elle avait des notes plutôt moyennes. Bref, les tendances au mensonge de Sherry étaient profondément ancrées, alimentées par des biais racistes, et c'est intéressant de faire le parallèle entre cette période où elle a écrit ce blog et le faux enlèvement qu'elle a imaginé 13 ans plus tard. Je voudrais aussi évoquer avec vous plusieurs troubles de la personnalité qui peuvent éventuellement convenir au cas de Sherry Papini. Ça ne veut pas dire qu'elle les a forcément, mais disons qu'il y a des traits chez elle qu'on peut retrouver dans la description de ces troubles. J'ai pensé notamment aux troubles de la personnalité borderline, dans lequel on retrouve une relation à l'autre un peu en yo-yo. C'est du rejet, puis beaucoup de possessivité, c'est de l'impulsivité, des comportements destructeurs qui peuvent, par exemple, consister en automutilation. Ce sont aussi des colères explosives et une sorte de crainte, de peur du vide, qui poussent à faire des choses déraisonnables pour remplir ce vide. Bon, je pense que vous comprenez pourquoi je trouve qu'on peut se poser la question dans son cas. Ensuite, il y a le trouble de la personnalité histrionique. Ça, c'est un trouble qui se caractérise notamment par une recherche excessive d'avoir l'attention sur soi. Ce sont généralement des personnes qui veulent plaire et qui sont beaucoup dans la séduction. Par conséquent, ce sont aussi des personnes pour qui leur apparence physique a une grande importance et qui utilisent leur physique pour se mettre en valeur. Ce sont aussi des personnes très dramatiques, très expansives dans leurs émotions, mais bizarrement qui restent très en surface. C'est joué en fait. Et enfin, ce sont des personnes qui vont pas mal changer leur manière d'être, voir ce qu'elles disent en fonction de leurs interlocuteurs, qui les imitent toujours dans ce but de leur plaire. Donc là aussi, je trouve qu'il y a pas mal de points qui sont intéressants et qui me font penser à des aspects qu'on a pu voir chez Sherry. Et enfin, il y a le trouble de la personnalité narcissique. Je pense que c'est celui qui se passe le plus d'explications, tout le monde voit ce que c'est. Moi, dans mes notes, j'avais noté « Main Character Energy ». C'est vraiment des personnes qui veulent être le personnage principal du film. Plus sérieusement, ce sont des personnes qui ont une très haute estime d'elles-mêmes, qui se sentent supérieures aux autres, qui sont attirées par la richesse, la célébrité, la beauté, bref, tout ce qui permet d'avoir un haut statut social. Ce sont aussi des gens qui ont très peu d'empathie pour les autres et qui n'hésitent pas à utiliser autrui pour arriver à leur fin sans se soucier de ce qu'ils peuvent leur faire ressentir. Donc voilà, même si aucun de ces troubles n'a officiellement été diagnostiqué à Sherry Papini, je pense que ça peut être des pistes intéressantes de compréhension, de se dire qu'elle a peut-être des traits provenant de ces troubles et ce syndrome, ce qui explique un peu plus sa façon de fonctionner en société et dans la vie en général. Personnellement, je pense que sa volonté, lorsqu'elle a simulé son propre enlèvement, c'était d'attirer l'attention de son entourage, genre de sa famille, de ses voisins, de la presse locale, pour pouvoir revenir en victime, mais aussi en héroïne. Vous imaginez être cette femme, cette mère forte, que tout le monde admire pour sa résilience, que tout le monde devienne hyper gentil avec elle parce que elle est la pauvre après tout ce qu'elle a traversé. Je pense pas que l'argent était la raison principale de ce qu'elle a fait, mais c'est sûr aussi que c'est un bonus non négligeable. Et Sherry a probablement été dépassée par l'ampleur de son plan et de ses mensonges.
Je crois qu'elle n'avait pas du tout imaginé l'ampleur que tout ça prendrait, qu'elle aurait sur elle carrément toute l'attention médiatique du pays, que la police serait aussi impliquée, que le FBI serait impliqué, et au final, elle s'est retrouvée piégée par sa propre histoire. On arrive à la fin de cet épisode. Comme vous l'avez compris, l'affaire Sherry Papini a été très médiatisée aux États-Unis et d'importants dispositifs de recherche ont été mis en place pour la retrouver saine et sauve, là où d'autres personnes ne reçoivent pas autant d'attention. Ce biais médiatique n'est pas sans rappeler le syndrome de la femme blanche disparue. En effet, Sherry est une jolie femme blanche d'une trentaine d'années, issue de la classe moyenne, épouse et mère de famille. Or, les statistiques montrent qu'aux États-Unis, il n'est pas rare que ces cas de disparition bénéficient d'une attention médiatique bien plus importante que lorsque des personnes aux profils différents, d'autres ethnies par exemple, ou même plus marginaux comme des travailleuses du sexe ou des sans-abri, disparaissent. Le pire dans cette histoire, c'est qu'une autre femme, Stacy Smart, a disparu le même jour que Sherry, à seulement 40 km du domicile des Papini. Sa disparition n'a absolument pas eu la même attention des médias et elle n'a jamais été retrouvée. La famille de Stacy est dévastée, évidemment, et sa fille a même déclaré que c'était extrêmement difficile de voir toutes les ressources qui avaient été mobilisées pour retrouver Sherry, alors qu'elles auraient pu être allouées à l'enquête sur la disparition de sa mère. Je crois que c'est ce point qui me frustre le plus dans cette histoire, avec le fait également que le cas de Papini est une exception et que ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en question tous les témoignages des victimes. Mais en France aussi, on l'a vu, je me rappelle, au moment des attentats, il peut y avoir des personnes qui tentent de se faire passer pour des victimes alors qu'elles n'ont rien vécu. J'espère en tout cas que mon travail sur cette histoire vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez envie de prolonger un petit peu plus la réflexion autour de cette affaire, je vous invite à aller écouter l'épisode de After Show où je discute en compagnie de Juliette, qui est mon amie et collègue avec qui nous avons écrit ensemble cet épisode, de l'affaire et de tous les liens qu'on peut faire un petit peu au-delà. Je vous remercie énormément pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Éteignez vos lumières. C'était Éteignez vos lumières, un podcast original signé Sonia Liu.